Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour à tous, un très bon vendredi matin tout le monde. Prenez un café avec moi, ça va vous faire du bien. On est vendredi, plein de sujets pour vous à l'émission. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet parce que on va parler d'intelligence artificielle. Et moi, je dois vous avouer, c'est ma nouvelle passion depuis une couple d'années. Là, je commence à vraiment, je lis tout sur le sujet. Tout ce qui me passe devant les yeux, je suis vraiment intéressée par ça. Je suis vraiment convaincue que c'est un passage obligé pour nous tous, humains, que de maîtriser l'intelligence artificielle, les logiciels, l'éthique, le cadre qui est nécessaire et qui doit être construit d'ailleurs, d'où notre discussion de ce matin. Je pense qu'il faut qu'on s'éduque tous par rapport à cette nouvelle façon qu'on va avoir de parler, de communiquer, de travailler. Bien sûr, il y a beaucoup d'enjeux qui sont reliés au monde du travail. Je sais que parmi vous, il y a sans doute des gens qui disent « Intelligence artificielle, oh! » Wow, attendez un instant, j'ai pas envie de me faire voler ma job par un robot. C'est un peu la première chose qui vient. Puis c'est vrai qu'il y a toutes sortes de risques qui entourent l'intelligence artificielle. On va les aborder. Mais il y a aussi, à mon avis, beaucoup d'opportunités qui sont pas assez présentées. Il y a toutes sortes d'ouvrages, d'ailleurs, de plus en plus, là, qui abordent cette question. J'ai eu le plaisir de lire, avec beaucoup d'intérêt, d'ailleurs, le livre d'un journaliste français qui s'intitule Thibaut Prévost, qui s'appelle Thibaut Prévost, et son livre s'intitule Les prophètes de l'IA. Pourquoi la Silicon Valley nous vend l'apocalypse. Et je vous le suggère parce que c'est un livre un peu qui fait le tour de la question. À la fois, on nous présente l'intelligence artificielle, mais en même temps, on nous dit qu'il y a une obsession à la Silicon Valley pour nous parler de ces risques pour l'humanité que représente l'intelligence artificielle. Or, ce qu'on sait peut-être pas assez, c'est que le Québec est vraiment champion en matière d'intelligence artificielle. En fait, on est 5e dans le monde comme leader en intelligence artificielle. Et je vais vous présenter tout de suite ma première invitée parce qu'elle témoigne, elle va pouvoir témoigner de ça. Elle a un parcours en intelligence artificielle assez impressionnant. Elle est directrice de l'intelligence artificielle justement au Conseil de l'innovation du Québec. C'est Anne Nguyen. On la rejoint à Paris, mesdames et messieurs, où elle est justement au sommet de la francophonie. Bonjour Anne Nguyen. Bonjour Isabelle, merci énormément de me recevoir. Effectivement, je suis en direct de Paris présentement pour le sommet de la francophonie et le forum économique de la francophonie. Oui, merci beaucoup Anne. Et je pense qu'on vous entend bien maintenant, oui. Je disais, Anne, que le Québec est leader en matière un des leaders dans le monde, 5e dans le monde en matière d'intelligence artificielle. C'est le cas. Expliquez-nous un peu comment ça se fait qu'on est en position aussi enviable. Oui, en fait, le Canada est 5e et le Québec, si on sort le Québec individuellement comme province, on est 7e au monde lorsqu'on se compare à des grands pays. Puis 7e, ça représente l'index IA sur 3 piliers différents. Donc, l'infrastructure. Donc, est-ce qu'on a les bonnes bases technologiques pour soutenir l'intelligence artificielle, le volet recherche et innovation et le volet commercialisation. Donc, 7e au monde, c'est une place extrêmement privée. On est vraiment fiers au Québec d'avoir cette position. Anne, vous êtes justement au sommet de la francophonie et vous y êtes parce que vous représentez le Québec et le Conseil de l'innovation du Québec. Et aujourd'hui, vous avez une bonne nouvelle à nous annoncer. C'est un scoop un peu qu'on annonce à nos auditeurs ce matin. Il y a des travaux qui vont être lancés. Expliquez-moi un peu ce que vous allez faire au Conseil de l'innovation du Québec. Oui, effectivement. Donc, on va faire le lancement des travaux de la rédaction d'un guide stratégique sur la démocratisation de l'intelligence artificielle. Puis, la démocratisation de l'IA, c'est simplement dire rendre l'intelligence artificielle plus accessible, utilisable et bénéfique pour un plus large public, au-delà de seulement les grandes entreprises et les experts spécialisés. Et ce guide-là va dire quoi exactement? Quelles sont les stratégies que le gouvernement du Québec et ses partenaires ont mises en œuvre justement pour devenir un leader en intelligence artificielle? Mais en fait, dans ton introduction, Isabelle, tu as dit quelque chose
de vraiment important qui s'appelle le passage obligé. Et j'ai tellement aimé la façon que tu l'as dit parce qu'effectivement, en ce moment, c'est la connaissance et l'information qui vont être les leviers les plus puissants pour prendre des bonnes décisions éclairées et avoir la participation active de tous autour de l'intelligence artificielle. Et le guide, c'est pour partager, oui, les stratégies du Québec et de ses partenaires qui ont permis de créer cet écosystème-là qui est vraiment enviable, mais aussi de favoriser l'inclusion des citoyens et le développement responsable de cette technologie. Il y a... Excusez-nous, on a certains enjeux de son ce matin, Anne. Qui ont été sondés par Léger dans le cadre justement d'un sondage l'an dernier et 90% des jeunes disaient « Je connais vaguement l'intelligence artificielle ». Il y en a 1 sur 3 qui disait avoir entendu parler du sujet. Puis il y a 56% des jeunes professionnels qui disaient « Ouais, j'ai un niveau de connaissance de l'intelligence artificielle assez mauvais ». Ça devrait nous indiquer ça qu'il y a beaucoup de travail d'éducation à faire. Formation, ça va être vraiment la clé. Il y a quand même 27% des entreprises au Québec qui utilisent l'intelligence artificielle sans le savoir. Ça fait tellement partie de notre quotidien. C'est fait de façon tellement naturelle qu'on ne se rend même plus compte qu'on le fait. Et on regarde l'avancée de l'intelligence artificielle, puis on voit le multimodal, ce qu'on peut faire avec le son, l'image, reprendre la voix d'une personne, faire des films presque au grand complet. Par contre, dans le quotidien des gens, l'IA est utilisée à moins de 50% pour faire de la recherche. Donc, au lieu d'aller sur des moteurs comme Google, les gens vont sur des plateformes comme ChatGPT pour poser leurs questions, que ce soit pour faire des lasagnes ou pour que ce soit faire des résumés de texte. Par la suite, les gens l'utilisent aussi pour faire du remue-ménage. C'est un peu de brainstorming. Trouver une idée au lieu de partir d'une page vide, commence sur des moteurs génératifs. Puis finalement, les gens, encore une fois, toujours dans la veine de ne pas partir du vide, l'utilisent aussi pour faire des présentations. Donc, malgré les grandes sorties dans le quotidien des travailleurs, c'est vraiment les 3 utilités qu'on voit en ce moment. Mais ça, c'est fascinant, tout ça. Puis c'est vrai que les gens, quand on parle d'intelligence artificielle, souvent, c'est ChatGPT qui nous vient d'abord. Exact. Est-ce que, Anne, vous pourriez nous dire, est-ce qu'il y a d'autres modèles, d'autres logiciels d'intelligence artificielle qu'on aurait avantage à mieux connaître à part ChatGPT? Mais je pense qu'il faut le découvrir. On est dans un monde où l'intelligence artificielle a quand même été démocratisée à de ChatGPT. Là, on arrive dans un moment où les gens peuvent choisir selon leurs valeurs aussi. Si des gens reconnaissent moins dans les valeurs d'une certaine compagnie, ils peuvent vérifier via une autre compagnie, on dire, ces valeurs-là me ressemblent plus. Il y a une meilleure découvrabilité des contenus francophones, par exemple, ou sur telle autre plateforme, il y a du contenu un peu plus diversifié et des résultats. Et ce qui est fascinant, ouais, et ce qui est fascinant, Anne Nguyen, c'est que ce fameux guide que le Québec va écrire, que le Conseil de l'innovation du Québec, sur lequel il va travailler, ça va nous proposer justement toutes sortes de choses en français. Justement, ça va être présenté aux décideurs de la francophonie. Et ce sont des approches qui permettent en ce moment au Québec de se positionner comme un leader responsable, innovant en intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment une première qu'on devrait saluer et mettre en lumière. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Puis la peur de l'IA, ça a été exacerbé par des récits assez alarmistes, peut avoir paralysé aussi certaines innovations et ralentir les projets. On peut faire des temps dans la francophonie parce que l'IA se développe à un rythme assez rapide. Il est essentiel que tous les pays de la francophonie collaborent ensemble pour s'harmoniser leur approche, pour apprendre l'un de l'autre parce que donc on dit ouais. En même temps. On vous perd par moment, je suis vraiment désolée. Je rappelle que vous êtes à Paris quand même, au sommet. Oui. Voilà. Je parlais d'un livre tout à l'heure, Les prophètes de l'IA, où là-dedans, on nous explique, entre autres, que
la Silicon Valley, entre autres, nous vend l'idée que c'est l'apocalypse et corrobore finalement ce que beaucoup de gens craignent et disent et sous-entendent, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle va finir par venir à bout de l'humanité, on doit s'en prévaloir. Puis je fais référence, entre autres, on se souvient tous de cette lettre en avril de l'année dernière où tous les grands de l'intelligence artificielle, avec Elon Musk en tête et autres, qui disaient, attendez, faut ralentir absolument. Il faut même stopper toute la recherche en intelligence artificielle parce que c'est grave ce qui se passe, puis on n'a pas de cadre. Et il faut absolument qu'il y ait une espèce de stratégie de lutte contre ce qu'on appelle l'IApocalypse. Et c'est fascinant de voir comme il y a plein de gens qui travaillent pour nous dire, attention, c'est l'apocalypse en matière d'intelligence artificielle, alors que Anne Nguyen, vous travaillez là-dedans. Vous avez travaillé au CHUM, d'ailleurs, en intelligence artificielle. Vous avez travaillé beaucoup en santé pour implanter des processus d'intelligence artificielle. Là, vous êtes au Conseil de l'innovation du Québec comme directrice. Comment vous voyez ce discours apocalyptique entourant l'intelligence artificielle? Je vais répondre en deux temps. Le premier temps, c'est sûr que ce discours alarmiste est très lié sur l'ésotérisme, la voyance. C'est comme s'il y avait toutes des pratiques ésotériques, puis subjectives, non vérifiables. C'est comme si on lisait dans les cartes pour prédire l'avenir. Mais l'IA prédictive, l'intelligence artificielle prédictive, c'est reposé sur des algorithmes mathématiques rigoureux. Ça vient d'une grande quantité de données réelles, puis qu'on utilise des modèles statistiques, de machine learning pour faire de la prédiction. Donc, c'est des méthodes qui sont mesurables, répétables et qui peuvent être vérifiées. Donc, ça, c'est la première portion de ma réponse. La deuxième, en fait, c'est en réaction à ce que tu as dit, Isabelle, sur l'appel à tous pour arrêter le développement de l'intelligence artificielle. Mais on doit se le dire, il n'y a personne qui a arrêté de faire du développement de l'intelligence artificielle, puis il n'y a personne qui a arrêté de faire la recherche. Et c'est important de jamais arrêter de faire de la recherche, parce que la recherche d'aujourd'hui, c'est ce qui va nous permettre de bien avancer demain. Ce que Québec a fait, c'est de proposer une approche de réflexion collective qui a été menée par Luc Sirois et le Conseil de l'innovation du Québec pour réfléchir ensemble comme communauté comment développer et utiliser de façon responsable l'intelligence artificielle. Et il y a un rapport qui est né de cette réflexion collective qui s'appelle Prêt pour l'IA, dans lequel on retrouve 37 recommandations extrêmement importantes sur comment former la nation, comment continuer à positionner le Québec en recherche et développement et garder sa pole position. Par la suite, il y a tout le volet aussi, regarder et anticiper l'impact sur le travail, l'art et la culture, les droits d'auteur, c'est important, l'impact sur l'environnement, puis l'impact sur la démocratie. Donc, en complémentarité au bien qui s'en vient, le rapport Prêt pour l'IA existe déjà et il peut être regardé dans ces différents piliers-là parce que justement, on a déjà regardé, on a déjà réfléchi comme société. Anne Nguyen, je vous laisse aller. Je sais que vous êtes très occupée à Paris. Bravo encore. Je rappelle que le Conseil de l'innovation du Québec, dont vous êtes la directrice en intelligence artificielle, annonce le début de ses travaux pour publier un guide sur les stratégies que le Québec et ses partenaires ont mises en œuvre pour contribuer à l'essor de l'écosystème d'intelligence artificielle un peu partout dans le monde. C'est un guide qui va être écrit en français, qui va être présenté aux décideurs de la francophonie. Je trouve ça assez formidable que ça soit le Québec là, qui soit leader en matière de guide pour montrer aux autres, pour dire aux autres, voilà, c'est ça le cadre et tout. Quand vous reviendrez au Québec, appelez-nous parce que j'aimerais beaucoup qu'on poursuive cette discussion avec vous. On vous accueille en studio quand vous voulez. Merci beaucoup, Anne Nguyen. Merci, Isabelle. Bonne journée. Merci. Alors, je vous parlais de Thibaut Prévost, ce journaliste français qui avait écrit Les prophètes de l'IA. C'est un livre qui vient de sortir. Pourquoi la Silicon Valley nous vend l'apocalypse? On va lui parler dans quelques secondes. J'en profite tout de même pour vous donner notre numéro de téléphone, le 1-877-827-2346. Dites-moi si vous avez peur de l'intelligence artificielle. Êtes-vous de ceux qui disent « Oh mon Dieu, j'ai trop peur qu'ils volent nos jobs, de me faire remplacer par un robot ». Est-ce que vous craignez que ce soit le genre de choses qui arrivent? C'est vrai qu'il y a toutes sortes de choses
choses qui sont dites sur l'intelligence artificielle. Je pense qu'il faut, au contraire, se renseigner, s'éduquer. C'est un peu notre devoir, notre responsabilité d'humain. Vous pouvez m'écrire à isabelle@cube.ca. Avec nous, Thibault Prévost. Bonjour, Thibault. Bonjour. Alors, j'ai lu votre livre avec beaucoup d'intérêt. Dites-moi, pour quelle raison vous avez voulu écrire ce livre? Pardon, excusez-moi. Pour quelle raison avez-vous voulu écrire ce livre, Thibault? Alors, j'ai voulu écrire ce livre parce qu'en fait, je suis parti d'un constat en tant que journaliste. C'est qu'à partir du lancement de ChatGPT fin 2022, j'ai vu une idéologie autour de l'intelligence artificielle catastrophiste se déployer dans le monde politique, médiatique et dans la société civile, au point où, à mon sens, on a perdu le sens de réalité. C'est-à-dire qu'il y a un moment où cette technique a été étudiée, a été discutée, non pas sous le prisme de ce qu'elle peut faire et de ce qu'elle sait faire, mais de ses promesses, qui sont nécessairement catastrophiques. C'est-à-dire que ça s'est résumé à deux scénarios où l'IA nous détruirait, où l'IA nous transcenderait collectivement. Et dans les deux cas, c'est un scénario d'apocalypse. Et moi, j'ai voulu rétablir un petit peu des faits, en tant que journaliste, sur les capacités réelles de cette technique. Et pourquoi les grands patrons dont vous parlez, entre autres, vous parlez d'Elon Musk, entre autres, et des patrons des grandes entreprises d'intelligence artificielle actuelles, vous parlez de Sam Altman, de Demis Hassabis, de Dario Amodei, et vous parlez du fait qu'il parle de ce fameux risque existentiel. Pourquoi serait-il intéressé? Est-ce qu'on en est tous peur de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'ils ont des intérêts là-dedans? Ouais, moi, ma thèse, c'est qu'il y a que des intérêts pour leur business, en fait. C'est-à-dire que, d'abord, le fait de surévaluer les capacités de leurs produits, ça leur permet d'attirer des capitaux. Et la Silicon Valley, cet écosystème de start-up de l'IA a énormément besoin de capitaux. On voit, par exemple, Sam Altman, qui vient de lever 6,5 milliards de dollars. Et qui va quand même perdre 5 milliards de dollars cette année fiscale. Ensuite, ça leur permet de cadrer le récit du futur. Ça entretient une forme de déterminisme technique, qui est l'idée que l'IA va nécessairement s'imposer et que, à travers elle, ces entreprises-là vont prendre la main mise sur nos sociétés. Et ensuite, ça permet de faire diversion. C'est-à-dire que pendant que le public, les décideurs et les médias sont fixés vers un futur merveilleux ou terrifiant, on a l'installation petit à petit d'une autre intelligence artificielle qui est juste l'algorithmie classique, qui n'a pas besoin de s'appeler IA, et qui accélère en gros une forme de management algorithmique, des politiques néolibérales, le remplacement de l'être humain en fait par l'algorithme partout où c'est possible dans les secteurs publics, et la taylorisation de toutes les professions. Donc il n'y a que des avantages pour la Silicon Valley. Mais c'est très intéressant, en tout cas, votre livre. C'est dommage que vous n'ayez pas pu être avec nous en studio tel que prévu. Merci beaucoup, Thibault Prévost. Je rappelle que Thibault est journaliste indépendant, spécialiste des nouvelles technologies, auteur du livre Les prophètes de l'IA. Dites-moi si vous craignez l'intelligence artificielle. Est-ce que vous êtes habile sur ChatGPT? Est-ce que vous utilisez, entre autres, ChatGPT? Je pense que c'est un des logiciels les plus connus là, en matière d'intelligence artificielle. Mais il y a aussi tout ce qu'on appelle les fameux chatbots, c'est-à-dire que quand vous voulez, par exemple, en termes de service à la clientèle, vous plaindre ou poser des questions à un commerçant, ou à un service public. On pense, par exemple, Hydro-Québec a son chatbot, il y a toutes sortes d'entreprises qui en ont. Et là, vous communiquez non pas avec une personne humaine, mais bien avec un robot, ce qu'on appelle un chatbot, bot pour robot. Et sincèrement, c'est à ça que... Au téléphone, maintenant, qui répond, qui décroche, ce sont également des robots. C'est un système téléphonique de plus en plus automatisé. Des fois, ça nous tape vraiment ses nerfs parce qu'on a l'impression qu'on n'est plus capable de parler à une personne humaine. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. 1-877-827-2346. Vous pouvez, bien sûr, m'écrire à isabelle@cube.ca. On a Simon Duguay, qui est un enseignant en éducation aux médias à l'école secondaire de Rochebelle à Québec. Il est également chargé de cours en didactique des sciences à l'Université Laval. Il fait justement des conférences auprès des jeunes sur ChatGPT, sur l'intelligence artificielle, comme quoi c'est vraiment un levier pour l'enseignement, l'éducation. Bonjour, Monsieur Duguay. Bonjour. Évidemment, on pose la question aux gens aujourd'hui, est-ce que ça vous inquiète, l'intelligence artificielle? Est-ce que vous croyez tous ceux qui la dépeignent comme étant une menace pour l'humanité? Il y a effectivement même des experts qui nous le disent. Faites attention, c'est clair qu'il faut un cadre, hein, mais en attendant, vous en servez
quotidiennement. Vous faites des conférences là-dessus. Je disais d'entrée de jeu que les jeunes professionnels, dans un sondage léger, le reconnaissaient. Il y avait plus d'un jeune professionnel sur deux qui disait qu'il y avait une connaissance très mauvaise de l'intelligence artificielle, un peu comme nous tous, finalement. Je pense qu'il faut s'y intéresser de plus en plus. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes à qui vous faites des conférences? Ce que je leur explique, là, moi, mon objectif final, c'est que les jeunes soient capables de prendre une décision réfléchie sur est-ce que je l'utilise ou est-ce que je l'utilise pas? Et si je l'utilise, comment est-ce que je l'utilise pour en faire un usage qui est intelligent, finalement? Et ça, décrivez donc un usage intelligent. Un usage intelligent, c'est un usage qui va être fait d'une manière à ce que on s'en serve seulement pour des tâches qui soient automatisables, dans le sens que peut-être que d'utiliser ChatGPT pour régler ses problèmes avec ses amis, c'est pas forcément une bonne idée, par exemple. Mais par exemple, j'ai aussi une charge de cours à l'université avec mes étudiants universitaires. Ben là, on est en manque d'inspiration pour faire quelque chose, on veut des idées, on veut pouvoir avoir une contre-opinion. Là, ça peut être quelque chose qui est intelligent. Faut pas oublier que les systèmes d'intelligence artificielle, des fois, vont inventer des choses. Certains appellent ça des hallucinations. Parfois, ces systèmes-là vont avoir des biais envers certains groupes de personnes. Donc, je me dis, si comme personne, lorsqu'on utilise, on garde toujours ça en tête, on peut éviter des faux pas, parce que si on garde tout le temps un œil sur, est-ce que les informations qui sont générées sont véridiques? Est-ce que le texte que je génère va perpétuer des biais envers un groupe de personnes? Mais là, si la réponse c'est oui, comment est-ce que je m'adapte? Est-ce que je peux changer des choses manuellement? Bref, c'est juste si on l'utilise, pas l'utiliser n'importe comment pour être sûr de bien faire les choses. Ouais. Comment les jeunes voient cette technologie arriver dans leur vie? Les jeunes, je vous dirais, là, il y a beaucoup d'opinions qui sont différentes par rapport à ça. Certaines personnes, puis je vous dirais que ça reflète un peu les adultes aussi, là. Certaines personnes voient ça très positivement, s'en servent pour plein de raisons qui sont super brillantes. D'autres personnes l'ont exploré un petit peu, sont pas trop sûres. D'autres personnes, ça peut créer des inquiétudes aussi. Donc, c'est très variable. Je vous dirais, là, la première chose qui est à faire, c'est vraiment de présenter c'est quoi l'intelligence artificielle, comment ça fonctionne. Ouais. Puis là, une fois qu'on sait qu'est-ce que c'est puis qu'est-ce que ce n'est pas, là, on est capable de se faire une opinion. Qu'elle soit positive ou négative, mais se faire une opinion en toute connaissance de cause, c'est sûr que c'est intéressant. Oui, effectivement. Et vous êtes très bon. J'aimerais ça suivre vos cours, Simon Duguay. Il y a beaucoup de gens qui réagissent. Il y a Normand qui dit, moi, l'intelligence artificielle, je trouve que ça devrait être réglementé et ceux qui s'en servent devraient être obligés de spécifier qu'ils le font sous peine sévère, monétaire, prison. Il y a Laurent qui me dit, pour faire suite à tout ce qu'on entend sur l'intelligence artificielle, j'ai eu recours au service de ChatGPT pour m'orienter dans mes procédures avec Service Québec et Service Canada. J'ai eu des meilleures réponses de la part de l'intelligence artificielle. Donc, on sous-entend que de l'humain. J'ai appris l'existence de plusieurs programmes qui s'appliquaient à moi, alors que quand j'avais parlé aux fonctionnaires, ils m'en avaient jamais parlé, sans compter ceux qui m'ont mal orienté et qui n'avaient pas bien saisi mon dossier. Fait que là, pour Laurent, ça a été une expérience positive. Il y a Émilie qui dit, oui, effectivement, j'ai peur, Isabelle, d'intelligence artificielle, mais je connais absolument rien là-dedans et j'ai hâte de comprendre. Il y a une curiosité, Simon Duguay, rattaché à ça. Nancy dit, je ne crains pas l'intelligence artificielle. Ce que je crains, ce sont les fraudeurs et les gens malveillants et ce qui serait capable d'en faire. Simon Duguay, justement, il y a ça. Il y a beaucoup de choses dans ce que les gens disent. Fait qu'il y a une vraie curiosité, je pense, de la part des humains que nous sommes, parce que je pense qu'on a compris qu'on est rendu là. En même temps, on maîtrise à peu près rien de l'outil. Oui, c'est pour ça, selon moi, que c'est important d'en parler, là, que ce soit à l'université, au cégep, en enseignement secondaire, d'aborder la question. Dans un des commentaires, il était spécifié quelles sont la réglementation, l'encadrement. Présentement, en enseignement supérieur, il y a des balises qui ont été sorties. En enseignement secondaire, les balises sont pas encore publiées. Pour le moment, le ministère, ce qu'il dit, c'est attendons. Ne mettons pas d'IA générative dans les mains des élèves pour le moment. Ça ne nous empêche pas d'en parler. Puisque vous me disiez justement, là, on est tous curieux. Ouais. C'est vraiment la chose que je ressens de mes élèves. Lorsqu'on en parle en classe, ils sont mobilisés, ils sont intéressés.
Il y en a qui ont essayé des choses, sont pas trop sûrs. Ça fait des très, très belles discussions de classe où tout le monde écoute, tout le monde a le goût d'en apprendre parce que les élèves, comme n'importe qui, on le sent que je dirais même pas que ça va être notre futur, c'est notre présent. Donc maintenant, comment est-ce qu'on s'en sert? Comment ça fonctionne? Ben, c'est des questions qui sont toutes naturelles à se poser. Ouais, tout à l'heure, je parlais avec le journaliste Thibault Prévost qui vient d'écrire Les prophètes de l'IA, puis c'est vraiment, j'ai beaucoup aimé ça parce qu'on fait une espèce de retour, puis on essaie de comprendre, en fait, pourquoi il y a ce discours IA apocalyptique. Là, moi, j'essaie de comprendre pourquoi ceux qui vendent l'IA veulent aussi nous prévenir contre l'IA. Il y a comme quelque chose qui est difficile à comprendre. Puis on se souvient, l'année dernière, vous avez dû voir ça, Simon, il y avait Elon Musk et des centaines d'autres experts, dont le fameux Benjo, l'expert québécois aussi, là, qui disait il faut vraiment faire une pause dans le développement de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous comprenez de ce genre de discours de la part de ceux qui, finalement, maîtrisent l'IA mieux que nous, là? Je vous dirais, ce que j'en ressors, c'est qu'on va devoir avoir une réflexion collective sur quels sont les usages que l'on veut avoir comme société pour l'intelligence artificielle. C'est pas vrai que c'est tout qui s'automatise. Les avancées, en IA, en robotique, je suis pas mal sûr, par exemple, que vous ne souhaiteriez pas que ce soit un robot qui s'occupe de nos parents ou nos grands-parents dans les centres de personnes âgées. Il y a des choses là qu'on doit garder à l'humain. Mm-hmm. Et je pense que c'est une réflexion qu'on doit avoir dans les domaines de la politique, dans le domaine du droit. On souhaite que ce soit des humains qui prennent les décisions et non des robots. Même chose dans toutes les affaires, dans tout ce qui est interpersonnel. Lorsqu'on écrit à des personnes, vous le disiez tantôt, des fois on a une certaine frustration de se faire répondre par un robot, mais si c'est au service à la clientèle d'une compagnie téléphonique, c'est une chose, mais si c'est une ligne d'aide en santé mentale, ben là peut-être qu'on aime mieux que ce soit l'humain qui réponde puis qu'il soit capable de comprendre toutes ces nuances de l'humain. Donc c'est vraiment de réfléchir à quel usage on veut avoir de cette technologie-là, dans quel domaine. Oui, c'est beau, fantastique, on y va avec l'IA, ça nous permet d'être plus productifs, d'être plus créatifs parfois, c'est super dans ces domaines-là. Et dans d'autres domaines, ben là, peut-être effectivement qu'on devrait encadrer pour éviter qu'il y ait des abus, pour éviter que certaines personnes se retrouvent avec des fausses informations ou que ça vienne faire de la discrimination envers certains groupes de personnes. C'est vraiment ces choses-là, je crois, que l'on doit faire attention. Oui, tout à fait. Simon Duguay, il y a quand même, effectivement, dans ce qu'on appelle les préoccupations légitimes par rapport à l'IA. Évidemment, je parlais plutôt des gens qui se disent, je risque peut-être de perdre mon emploi. Puis c'est vrai qu'il y a des tâches automatisées qui vont peut-être pouvoir remplacer des emplois humains. Ce que ça veut dire, c'est qu'il va falloir trouver des solutions pour une espèce de reconversion professionnelle. Les gens doivent être conscients aujourd'hui que s'ils font un travail où la tâche est répétitive, ça se peut qu'ils doivent aujourd'hui poser des questions sur leur formation et on devrait encourager beaucoup ce genre de formation beaucoup plus technologique. Oui, c'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une nouvelle technologie vient automatiser des choses. Que ce soit l'arrivée de l'électricité, de la robotique, d'Internet. Il y a des emplois qui sont disparus, il y a des emplois qui sont apparus. Là, avec l'intelligence artificielle, ça fait pas encore 2 ans que ChatGPT est sorti. Et déjà, on a dans certains domaines des changements majeurs. Donc, c'est quelque chose qui se passe rapidement. Je crois que ça va être important qu'on voit quelles options sont disponibles pour soit des reconversions, des respécialisations d'emploi. C'est pas vrai que si on a une famille de 3 enfants, on peut se permettre, OK, c'est beau, j'ai perdu mon emploi, je m'en vais faire un bac de 3 ans pour changer de carrière. C'est pas toujours possible. Ouais. Donc, quelle voie les universités, les cégeps, les centres professionnels pourront-ils mettre en place pour que les personnes soit puissent développer de nouvelles habiletés pour pouvoir occuper d'autres postes dans une même compagnie, dans un processus un peu de restructuration, ou soit dans d'autres domaines qui sont adjacents là, pour qu'on puisse venir se respécialiser. Mais c'est quelque chose d'important, effectivement, vous le soulignez bien. Oui, on a quelqu'un au téléphone, on a Sylvain au téléphone qui nous écoute, qui aime bien notre conversation. Bonjour Sylvain. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez par rapport à l'intelligence artificielle? Je vais vous citer quelques passages de l'histoire. Vous savez, l'histoire a toujours les réponses à ce qui s'en vient dans le futur, en tout cas souvent. Les Chinois, qui sont une des plus vieilles cultures du monde, définissent le mot changement en 2 mots, crise et opportunité. C'est exactement ce que l'on fait faire.
face à une crise. On ne sait pas quoi faire avec, mais c'est une opportunité. Deuxièmement, Winston Churchill, un des plus grands politiciens du monde, disait de ça du changement. Il faut mieux le prendre par la main avant qu'il nous saisisse à la gorge. Donc, encore une fois, l'intelligence artificielle, c'est une opportunité, c'est une responsabilité sociale et c'est à nous de décider d'en faire ce qu'il faut. Mais si on la maîtrise pas, si on n'en prend pas avantage, on manque le bateau et il va nous prendre par la gorge. Ben, est-ce que vous utilisez ChatGPT, vous, Sylvain? Non, pas en ce moment. Pas en ce moment. Je résiste à l'opportunité parce que j'ai pas encore compris comment la maîtriser. Ah, d'accord, je comprends. Ben, merci, c'est fort intéressant. C'est vrai que, Simon Duguay, il y a des biais, hein. On sait que l'intelligence artificielle en fait, il faut rappeler aux gens que l'intelligence artificielle est nourrie par toutes les données humaine, tout ce qu'on lui télécharge dans le fond, si on voulait résumer, hein, Simon, je vous laisse peut-être le faire, mais on pourrait dire ça comme ça. Dans le fond, ce qu'il y a dans ChatGPT, ben c'est ce que ChatGPT peut trouver de disponible comme données. Oui, en fait, là, les intelligences artificielles vont venir répéter les biais qui sont déjà présents. ChatGPT, pour l'entraîner, pour qu'il soit capable d'écrire, on lui a fait lire des quantités pharaoniques de textes. Les IA qui génèrent des images, qu'est-ce qu'on a fait? On leur a donné plein d'images pour qu'elles soient capables de les recréer. Donc, c'est vraiment l'apprentissage de l'IA, là, ils vont recréer des choses, mais en se basant toujours sur ce sur quoi ils ont été entraînés. Donc, si ChatGPT a lu certains textes dans lesquels il y a des biais envers, par exemple, les femmes, mais ça se peut qu'il recrée ces biais-là envers les femmes. ChatGPT sera pas plus sexiste ou raciste que les données sur lesquelles il a été entraîné, dans le sens où c'est pas un robot qui a été programmé pour avoir des biais. Tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va répéter ce qui est lu dans les textes. Et si dans les textes, il y a ces discriminations-là, eh bien, il y a des chances qu'il les répète par la suite. Donc, on doit garder ça en tête. Maintenant, si on le sait, ben là, après ça, on est capable de garder ça en tête. Si, par exemple, je sais pas moi, on utilise ChatGPT pour rédiger un texte, puis là, soudainement, tous les personnages féminins, par exemple, ce sont celles qui s'occupent du ménage, puis les hommes travaillent, ben après ça, nous, comme humains, on peut décider manuellement de faire ces changements-là. Tant qu'on garde cette agentivité-là, donc tant qu'on reste maître de comment on utilise l'IA, qu'on connaît ses faiblesses, mais qu'on est capable de les contourner en modifiant nous-mêmes, ben là, c'est parmi les usages réfléchis que je mentionnais plus tôt. Mais Simon Duguay, vous êtes vraiment passionnant. J'envie vos étudiants. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Je rappelle que vous faites des conférences sur ChatGPT, l'intelligence artificielle, que vous présentez comme un levier de taille pour l'enseignement et l'éducation. Vraiment, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes enseignant au secondaire, mais également chargé de cours à l'université. Merci beaucoup, Simon Duguay. Merci à vous pour l'invitation. Au revoir.